Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Au cours des années 20, Norma Talmadge va connaître une carrière dorée. Elle est l'une des actrices les plus populaires du muet. Après avoir marqué une décennie, l'actrice s'enferme chez elle amèrement, loin des regards. Jason Duval avec vous pour cet épisode très excitant puisqu'on parle de l'une des actrices les plus productives des années 1910-1920, Norma Talmadge. Vous allez voir qu'elle a eu une carrière extraordinaire qui s'est arrêtée brusquement sans réelle raison. Je pense qu'on peut mettre l'actrice dans la catégorie des stars du muet qui ont été tassées à l'arrivée du son. Norma Talmadge, en plus de sa carrière impressionnante, elle est à l'origine des fameuses traces de mains et de pieds à Hollywood. Tout ça va arriver par un bête accident. Je vais vous raconter tout ça un peu plus tard dans cet épisode de Close-Up. Mais avant de parler de cet incident qui va mener à une tradition, on va parler de la carrière de Norma Talmadge et de sa vie. Norma Talmadge est née au New Jersey le 2 mai 1894 dans une certaine pauvreté. Sa mère est une femme qui doit accumuler les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille, puisque son père, Frédéric, est un alcoolique chronique sans emploi. On peut lire aussi sur plusieurs sites internet dédiés à l'actrice que son père n'avait aucune intention de se trouver un emploi, qu'il était responsable un peu de l'état financier très précaire de la famille. Après sa naissance, vont naître deux autres petites filles, Constance et Nathalie, qui vont elles aussi devenir actrices quelques années plus tard. Peu de temps après la naissance de Constance, la plus jeune des trois filles, Frédéric, au matin de Noël, va sortir pour acheter de la nourriture et ne jamais revenir. Il va donc abandonner sa femme ainsi que ses trois filles. Lorsque le père les abandonne, Peg, la mère, va commencer à accumuler les petits boulots. C'est à ce moment-là qu'elle décide de prendre l'état financier de sa famille en main. De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix. Elle a souvent 2 ou 3 emplois en même temps, elle donne des cours de peinture, elle fait les lessives de ses voisins pour quelques dollars. À un certain moment, les 3 jeunes filles vont dormir dans la même chambre et Peg va se mettre à louer la chambre à des voyageurs. La mère Talmadge fait vraiment tout en son pouvoir pour gagner de l'argent et faire en sorte que ses filles puissent grandir convenablement et avoir un certain avenir. Très tôt, les 3 filles vont apprendre la valeur de l'argent et comprennent que d'être riche, c'est une chance immense. Elles comprennent aussi que l'argent est précieux et que chaque dollar dépensé doit être calculé. C'est quelque chose qui, vous allez voir, dans la vie de Norma Talmadge, va être très important. Ne pas dépenser pour rien. Même que à son apogée dans sa carrière, dans les années 20, elle va s'investir pas mal dans les différents organismes qui venaient en aide aux personnes plus pauvres, justement. C'est par une de ses amies d'école que la jeune Norma Talmadge va être initiée au cinéma. Un jour, cette amie va lui parler d'un photographe qui recrute de jeunes femmes afin de jouer au théâtre et possiblement au cinéma. Au début, Norma, elle est réticente. Elle sait pas si elle serait capable de jouer, mais sa mère voit une belle occasion de faire briller sa fille et surtout de peut-être rapporter quelques dollars de plus à la maison, ce qui donnerait possiblement un léger coussin financier au foyer. C'est tout d'abord avec cette intention de récolter quelques sous de plus que Peg va convaincre Norma d'auditionner pour le théâtre.
Selon la légende, lorsqu'elle arrive à l'audition, Norma Talmadge n'aurait pas eu besoin de dire un seul mot avant d'être engagée dans une troupe de théâtre. En réalité, aujourd'hui, on sait qu'elle a d'abord été refusée, puis elle a travaillé très fort pour aiguiser ses qualités scéniques, puis a été acceptée après une seconde audition. Au théâtre, Norma, elle passe pas inaperçue, mais elle se fond un peu dans la masse quand même. Elle fait partie de ces actrices de théâtre qui aspirent à devenir des vedettes, mais si ça fonctionne pas, elles feront autre chose de leur vie. Elle a de l'ambition, mais pas trop en même temps. Mais un jour, elle est remarquée par des producteurs de la Vitagraph Studios, qui réalisent principalement des courts-métrages à petit budget. Cette compagnie va convoquer Talmadge en audition, mais elle va échouer ce test. Par un hasard assez grand, Beta Browl, l'une des scénaristes influents du début des années 1900, va assister à cette audition. Browl va finalement convaincre la Vitagraph Studio d'engager la jeune femme. Elle va même lui arranger un tout petit rôle dans The Household Pest en 1909, qui sera sa première apparition à l'écran. Par la suite, les choses vont débouler très rapidement pour la jeune Norma Talmadge. En 1913, elle est l'actrice la plus populaire de la compagnie. Elle est aussi celle qui rapporte le plus au studio. Faut pas oublier par contre que la Vitagraph, c'est pas une grande maison de production. Et la mère de Norma, elle se rend compte que sa fille commence à être de plus en plus populaire et elle devient un peu la star du cinéma du moment. Et Peg voit bien plus haut que la compagnie pour laquelle sa fille travaille. Elle espère que sa fille va devenir l'une des actrices les plus populaires, tous studios confondus. En 1915, après plusieurs discussions qui malheureusement n'arriveront à rien, Peg Talmadge va briser le contrat avec la Vitagraph pour faire signer sa fille avec la National Pictures Company, qui elle possède beaucoup plus de ressources. Avec la National Pictures Company, Norma va passer de 25-50$ par semaine à 400 à 500$ par semaine avec la National Pictures, ce qui est un changement assez important pour l'état financier de quelqu'un ou d'une famille. Je vais revenir un petit moment sur son contrat de 5 ans avec la Vitagraph Studios. Durant son contrat, Talmadge aura fait un peu plus de 250 courts-métrages. La majorité de ces petits films, qui sont aussi les débuts d'une future grande star, ont malheureusement été perdus avec le temps. La Vitagraph a perdu la grande majorité de ses films, pas seulement ceux de Talmadge, mais de plusieurs autres acteurs et actrices. Ça a été détruit, en fait. Ils n'avaient pas de conditions de conservation extraordinaires et quand les bobines de films devenaient trop usées, ils les détruisaient simplement. C'est ce qui est arrivé au premier film de Talmadge. Malheureusement pour l'actrice, la National Pictures Company va faire faillite après l'échec de Captivating Mary Carstairs. Ce film a été un véritable fiasco financier qui va entraîner la fermeture définitive de la maison de production. Après cet échec, Norma elle se retrouve sans emploi et surtout sans maison de production. C'est à ce moment-là que Peg va trouver la Triangle Film Corporation. Et avec cette compagnie, elle va faire un peu moins d'une dizaine de films à la fin de la décennie 1910, qui vont connaître un certain succès. Talmadge prouve aussi aux producteurs et aux compagnies de films qu'elle peut jouer dans à peu près tous les genres de films, allant de la comédie aux drames les plus tragiques. À la fin de son contrat avec la Corporation, Norma Talmadge rencontre Joseph M. Scheck, un ambitieux producteur qui a déjà produit à Broadway entre autres. Ce qu'il y a de spécial avec ce monsieur Scheck, c'est qu'il produit lui-même ses films, souvent en partant de presque rien, et il va chercher pas mal de profits avec ses productions. Ce qui est une méthode assez gagnante, puisque les profits de son précédent film paient les dépenses de son prochain film. Donc, je reviens à Norma. Elle va rencontrer ce producteur à la fin de l'année 1916 qui va voir en elle un immense potentiel. Un potentiel professionnel, mais aussi personnel, puisque le 20 octobre 1916, Scheck et Talmadge se marient. Scheck va prendre en charge la carrière de sa femme aux côtés de Peg, la mère, qui est jamais bien loin de sa fille à l'avenir très prometteur. Le mariage a lieu en même temps que la sortie de Panthea.
qui est un énorme succès, mais aussi le premier film entre les deux amoureux. Malheureusement aujourd'hui, Panthea fait partie de ces films perdus à tout jamais puisqu'il aurait supposément brûlé dans un incendie à la fin des années 30. En 1917, le couple va créer la Norma Talmadge Film Corporation qui va produire tous les films de l'actrice. La corporation va engendrer très rapidement des profits immenses, ce qui permet des productions toujours de plus en plus grandes. Je l'ai dit il y a quelques secondes, Panthea, la première production de la Norma Talmadge Film Corporation, va être un énorme succès. Ce film va propulser la femme au rang des actrices les plus populaires. Elle devient une star du cinéma à ce moment-là. À cette époque, Norma Talmadge joue principalement des mélodrames, qui est le genre où elle se sent le plus à l'aise. C'est aussi au cours de cette période que Talmadge travaille énormément sur son jeu, elle se perfectionne, elle souhaite aller plus loin avec son talent, elle souhaite vraiment s'améliorer le plus possible. Entre 1917 et 1921, Norma Talmadge va tourner de 6 à 14 films par année qui vont connaître de grands succès. Toujours dans l'optique d'engendrer des profits, ces productions se réalisent souvent avec des costumes bon marché et quand la corporation va devenir très populaire, ils vont aller chercher des commandites auprès de grands couturiers. On peut appeler ça comme ça, puisqu'en échange de leur nom au générique, les couturiers leur donnent des robes et des habits dispendieux. À l'écran, c'est un peu plus joli que des vêtements bon marché ou pris sur le bord des trottoirs. Elle est l'une des actrices les plus en vue et Hollywood a le regard braqué sur elle. Elle est un nom ainsi qu'un visage récurrent dans le Photoplay, un magazine très populaire à la fin des années 1910 et au cours des années 20. Dans ce magazine qui chaque mois récompense la star la plus fashion, le nom Talmadge y est souvent écrit. On complimente à la fois son style qui lance souvent de nouvelles modes et son jeu d'actrice dans ses plus récents films. Norma Talmadge ne se doute pas une seconde que cette gloire déjà immense va prendre une proportion gigantesque. Lorsque les années 20 arrivent, Norma Talmadge est l'une des stars du cinéma les plus rentables. Les compagnies de production lui courent après. Elle est la sensation du moment. Elle est tellement populaire qu'elle fait concurrence à des actrices comme Gloria Svensson et Mary Pickford, qui sont les deux les plus grandes stars de leur époque. En 1920 et 1921, elle enchaîne les productions à succès avec des films comme Yes or No et Passion Flowers, qui vont devenir par la suite des classiques du cinéma muet. Avec tous ces succès, elle apprend de plus en plus à se servir de son corps comme un instrument. Elle apprend aussi à soigner son apparence. Norma devient une icône de la mode vraiment à ce moment-là. Mais son plus grand succès survient en 1922 avec Smiling Truth. Le film est tellement populaire que certains cinémas présentent le film pendant des journées entières afin de combler à la demande. Chaque fois, les salles sont combles. Le film va avoir 2 remakes, en 1932 avec la renommée Norma Shearer et plus tard en 1941 avec Janet MacDonald. Peu de temps après l'immense succès du film, Norma est directement contactée par Hollywood. Pour Hollywood, il y a un hic. Norma Talmadge, sous les conseils de sa mère et de son mari, désire toujours rester indépendante et souhaite signer avec aucune grande maison de production, ce qui déplaît énormément à Hollywood. Elle va donc commencer à tourner des films hollywoodiens sous contrat unique, ce qui veut dire qu'elle tourne un film avec une maison de production, mais ça ne l'empêche pas de signer en même temps un autre contrat
pareil avec une compagnie rivale. J'ai beau avoir cherché, j'ai pas trouvé si Talmadge a été la première à faire ce genre de signature indépendante, mais je me dis qu'elle doit être l'une des premières quand même. En 1923, Talmadge gagne plus de 10 000 $ par semaine et reçoit plus de 3000 lettres de ses fans par semaine également. Des lettres qu'elle lit une à une selon la légende. Et elle rejoint vraiment toutes les sphères sociales puisqu'elle donne beaucoup d'argent à des groupes qui viennent en aide aux gens dans le besoin. Je vous le disais en début d'épisode, enfant, la famille Talmadge était pauvre, donc elle a connu ce que c'était de manger pas toujours à sa faim, et quand elle est devenue très populaire et très riche, Talmadge a donné beaucoup de son temps et de son argent afin d'aider les communautés plus démunies. Elle donnait aussi une somme considérable à des maisons pour orphelins afin qu'ils mangent à leur faim. La cause des enfants orphelins a énormément compté également pour Norma Talmadge. Elle a énormément travaillé pour les organismes. Elle se rendait littéralement dans les orphelinats afin d'aider les employés. C'est vraiment beau à lire et c'était sûrement super beau à voir également. On voit ça vraiment que très peu à cette époque de la part des grandes stars du cinéma. En début d'épisode, je vous disais que Norma Talmadge était à l'origine d'une tradition hollywoodienne. Bien, selon elle-même, elle serait à l'origine, par accident, des traces de pieds dans le ciment à Hollywood. Vous le savez, cette tradition qui veut que toute grande star laisse ses empreintes de pieds et de mains dans un tout petit carré de ciment, là, eh bien, c'est Norma Talmadge qui a créé ça. Selon l'actrice, c'est en marchant devant le Grand Chinese Theatre en 1927 qu'elle aurait marché sans le savoir dans le ciment frais coulé du théâtre. Trouvant cet incident quand même cocasse, plusieurs par la suite auraient voulu faire pareil et c'est ainsi que s'est fait une tradition qui dure encore aujourd'hui. Malheureusement, le sommet de la gloire ne peut pas durer toujours et pour Talmadge, ça va être une chute qui va être très lente. Ça commence en 1926 alors qu'elle tourne Camille. Elle tombe en amour avec sa co-star Gilbert Roland. Elle va demander le divorce à Sheck qui va refuser au départ, mais lorsque Camille sera terminée et sortie en salle, il va accepter le divorce. Il n'aura pas le choix. Après ce divorce, Norma Talmadge, elle va continuer à tourner toujours avec Schenck comme producteur, mais cette fois-ci, elle s'engage avec la United Artists, la compagnie cinématographique créée par Charlie Chaplin et Mary Pickford. Sauf qu'à cette époque, la United Artists est en déclin. Elle rapporte plus beaucoup d'argent en profit et l'arrivée du cinéma parlant lui donne un grand coup. Son ex-mari, Sheck, qui lui est devenu vice-président de la United Artists, est bien conscient que Norma pourrait remplir de nouveau les caisses de la compagnie. Il va la faire tourner dans quelques films qui vont pas connaître le succès espéré. Là, j'émets un certain doute ici, parce que après le divorce avec Schenck, la publicité autour des films de Talmadge va jamais être la même qu'elle a été durant leur mariage. On se remet en 1928. La radio fait son arrivée de plus en plus, la télé n'existe pas encore tout à fait, les seuls moyens de publicité que possède une star, c'est les journaux, les affiches. Et après le divorce, le visage de Talmadge va apparaître de moins en moins souvent dans les magazines et journaux. Ces affiches de films sont moins grandes qu'avant. C'est vraiment comme si on essayait d'étouffer la carrière de l'actrice. Le public ne va plus vraiment apercevoir l'actrice, ce qui fait que tranquillement, elle va être oubliée. Les rôles aussi seront moins présents. Elle va perdre beaucoup d'influence dans le milieu parce qu'on ne sait plus vraiment ce qu'elle fait. Est-ce que, par rancœur, Schenck faisait mauvaise publicité ou donnait un budget moins élevé pour les films de Talmadge? On le saura jamais, c'est vraiment juste une spéculation, mais ça m'a laissé quand même cette impression. Si la mauvaise publicité autour de ces films donne un grand coup à sa popularité, le cinéma parlant va être le champ du cygne.
En 1928, Norma Talmadge tourne son premier film parlant, New York Night. Pour ce film, elle s'est préparée énormément. Elle est allée prendre des cours de diction et de jeu pour le cinéma parlant. Puisque de jouer dans un film muet et de jouer dans un film parlant, c'est deux choses complètement différentes. Et Talmadge, elle le comprend rapidement. Pour ce premier film parlant, elle est applaudie par la critique puisqu'on se rend compte qu'elle a une très belle voix et qu'elle sait s'en servir. Elle sait mettre de l'émotion et être dramatique vocalement. Mais, même si on applaudit Talmadge, New York Night va être le premier échec commercial d'une longue série de films qui vont connaître qu'un fiasco au box-office. En 1930, elle connaît le pire échec de sa carrière dans Du Barry, Woman of Passion. Au box-office, le film est un échec et les critiques vont être acerbes, non seulement envers le film en général, mais aussi envers l'actrice principale. On critique notamment qu'elle surjoue et que sa performance vocale est un désastre. On dit que la voix est perchée et que l'émotion ne passe plus. On dit même que l'actrice a perdu son charisme dans ce film à cause de sa voix. Ils vont écrire aussi que ces films sont de plus en plus prévisibles et se ressemblent tous. C'est des critiques qui vont faire de la peine à Talmadge, qui va avoir de la misère à se relever de ce nouvel échec. L'actrice veut toujours cependant tourner. Elle rêve de recevoir le grand rôle qui va relancer sa carrière mais aussi sa popularité. Même si elle n'aimait pas particulièrement toute cette attention autour d'elle, elle appréciait le fait de donner au public le sourire. Elle était très consciente du bonheur qu'elle apportait aux gens, soit par ses films ou par ses œuvres de bienfaisance. Au début des années 30, Constance, sa sœur, va écrire une lettre très touchante à Norma. Consciente que la popularité de sa sœur ne reviendra jamais et que le public ne la voit plus comme une grande star, mais bien une star déchue, Constance écrit « Ne pousse pas, Norma. Les critiques ne vont plus t'applaudir. Ils en ont que pour les nouvelles stars du parlant. Arrête avant de te briser. » Cette lettre-là peut nous donner une idée de l'état mental de Norma Talmadge après ses nombreux fiascos. Elle devait vraiment être déprimée et devait vivre dans une espèce de rêve impossible, une illusion de se revoir briller un jour. C'est peut-être la lettre de sa sœur qui va faire en sorte que Norma va se retirer peu à peu de la vie publique. Talmadge n'apparaîtra plus jamais au cinéma par la suite. Lorsqu'elle se retire du cinéma à seulement 36 ans, elle va garder une certaine amertume envers le public. Elle va refuser très longtemps de signer des autographes. Elle va répondre quelque chose comme « Vous n'avez plus besoin de moi, moi j'ai plus besoin de vous non plus, allez voir ailleurs ». C'est vraiment comme un décalage, un contraste immense avec la Norma Talmadge hyper gentille des années 20. Après avoir épousé Gilbert Roland, elle va divorcer en 1932 par peur que lui la laisse et demande le divorce. Le 25 septembre 1932, sa mère Peg décède d'une longue maladie. Ces deux tristes événements-là vont donner un grand coup au moral de l'ex-star du muet, qui va s'isoler de plus en plus. Elle ne mène plus la vie d'une grande star et refuse toute demande de gala. Elle va se marier un peu plus tard à George Jessel, un ami de son ex-mari Schenck, qui lui va mener ses affaires. Parce que lorsqu'il épouse, il retrouve l'actrice dans un état physique et financier lamentable. Jessel va faire remonter la pente, comme on dit, à Norma, qui commence à retrouver des petits bouts de bonheur. Mais en 1939, lassé par le caractère de Norma, Jessel va demander le divorce. Par la suite, on ne sait pas grand-chose sur la vie de l'actrice. On sait qu'elle passe son temps entre les voyages et les visites de ses sœurs. On sait aussi qu'elle passe la majorité de ses journées à écouter la radio dans l'espoir d'entendre son nom. Chose qui arrive malheureusement pas très souvent, voire jamais. En 1946, elle marie le docteur Carvel James, avec qui elle mène une vie de recluse. James tente de la faire sortir, de retrouver son public un peu, mais Norma, elle est vraiment loin de ce monde-là. Elle n'a plus envie d'être dans le showbiz, surtout qu'à cette époque, elle commence à souffrir d'arthrite. Une maladie qui va devenir très grave à la fin de sa vie et qui va la rendre dépendante des médicaments pour contrer la douleur. Une médication qui va devenir une drogue pour l'actrice et ça devient dangereux,
parce qu'elle a commencé par prendre ses pilules contre l'arthrite qui l'empêchaient de dormir, puis elle prenait un autre truc pour dormir, puis se réveiller, et c'est comme un cercle vicieux qui s'est refermé sur elle. Et elle était la femme d'un médecin qui lui donnait constamment sa médication comme elle le voulait. En 1956, elle reçoit l'un des 5 trophées décernés par un groupe de fans d'Hollywood comme étant l'une des plus grandes stars de l'ère du muet. Trop malade et sous l'influence des médicaments, elle n'est pas assez forte physiquement pour se rendre à la cérémonie. 1956 est aussi marqué par une série de crises cardiaques. Elle fait très souvent de légers malaises, des incidents qui vont lui faire perdre beaucoup de forme physique. En plus de son arthrite, elle ne peut plus vraiment marcher et commence aussi à avoir de la difficulté à parler et avoir une certaine coordination. En décembre 57, Norma Talmadge est transportée d'urgence à l'hôpital pour être traitée contre une mauvaise pneumonie. Elle va malheureusement décéder de cette pneumonie le 24 décembre 1957 à l'âge de 63 ans. Norma Talmadge fut l'une des actrices du muet les plus rentables et populaires de l'histoire. Elle s'est retirée sagement avec une certaine amertume pour entrer dans les légendes du cinéma. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.